Rebonjour, welcome. Bienvenue. Je ne sais pas pourquoi je le répète plein de fois. Merci énormément d'être là, tout le monde. Bonne année 2022. Calisse, les choses commencent très bien. Je vous souhaite énormément d'amour, de santé et surtout de ne pas vous faire pogner de la poudre sur un avion d'Air Transat parce que vous allez à Cancun l'échapper avec du monde qui font des YouTube. Chris, j'ai quel âge, esti? Merci tout le monde d'être là. Ça fait du bien d'avoir pris un break. Merci d'avoir attendu quand même. On a été absent pendant une couple de semaines. Il fallait que je prenne des petites vacances. Écoute, on était rendu là. Puis là, c'est le fun. On recommence en beauté. Je suis complètement en forme, complètement content d'être ici avec vous. Gros line-up de podcasts qui s'en vient dans les prochaines semaines. Tout est booké, tout est fait. On a beaucoup d'artistes, de sportifs, de gens intéressants que j'adore. Et à commencer aujourd'hui avec Georges Larac. Chris, c'est le fun qui m'a répondu. Beaucoup de gens me disent, coudonc, c'est bien le fun, les gens qui viennent sur ton podcast. Comment tu fais? Je ne sais pas. Je vais te le dire, je le sais pas. Garde, la chance sourit à ceux qui essayent dans la vie. Ça, c'est Gandhi qui a dit ça. Avec Chris, j'ai faim, moi. Fait que c'est ça. Mais je ne sais pas, écoutez, c'est super le fun. Je suis super heureux. Merci énormément de vous connecter. On est là encore une fois. On recommence à tous les semaines, tous les lundis. On sera là aussi sur mon Patreon. Tous les artistes que j'ai, tous les gens que je reçoive sont sur mon Patreon 1 semaine, 2 semaines, des fois 3 semaines à l'avance. Fait que si tu veux t'abonner et me donner une petite somme modique qui est une coupe de piastres pour avoir un petit peu d'avance et ainsi que m'encourager dans le podcast et dans mon projet et dans la vie de tous les jours. C'est une belle façon de le faire. Sinon, juste d'écouter le podcast comme ça, c'est super le fun. C'est super apprécié. Que tu cliques, moi j'ai les stats, je le vois. Quand tu cliques, ça me donne ton nom, ton NIP. Souvent, ça me donne aussi tes informations bancaires. Fait que vraiment, merci énormément à toi, Ashley, d'être là. Il n'y a personne qui s'appelle Ashley qui écoute mon podcast, cela dit. Là, si jamais il y a quelqu'un qui s'appelle Ashley qui écoute mon podcast, salut. Salut à toi. Donc, c'est ça. Les gens qui sont sur des plateformes de diffusion différentes, là, je parle à vous. Donc, à tout le monde, parce qu'il n'y a personne ici qui est un fantôme. Fait que, mettons, YouTube, Apple Podcast, Google Podcast. Merci à vous d'être connectés. Si jamais ça vous tente sur chacune des plateformes, laissez un petit review, laissez un petit like, un petit partage. On repart en beauté cette année 2022. C'est une nouvelle année et j'ai vraiment très, très hâte de commenter tout ça. Si jamais tu es sur YouTube, salut, what's up, peace, rock. Merci d'écouter. Encore une fois, le cadre n'est pas installé en arrière, là. Ouais, je sais, là, 2022, il va falloir qu'on se mette là-dessus, mais tu sais, c'est quand même un cadre. Tu sais, on parle d'un. C'est rendu cher quand même faire ça, là, on s'entend. Là. Fait qu'il faut se libérer une coupe de piastres. C'est pour ça qu'on parlait du Patreon au début. Si tu t'abonnes Patreon, je vais pouvoir mettre la peinture que j'ai achetée à la Noël à ma blonde, qui est une artiste peintre incroyable. Je vais pouvoir la mettre dans le cadre qu'il y a là. Dans le fond, qui n'est pas le bon cadre, là, c'est juste, regarde, on s'en fout. On s'en fout un peu. En même temps, ça fait genre 2 semaines que je ne vous ai pas parlé. Fait que ça se peut là, que j'aille comme un peu le goût de vous dire comment ça va. Mais ça, j'en parlerai dans mon outro après le podcast avec Georges. C'est souvent là que je m'amuse à jaser, triper, puis dire complètement n'importe quoi. Donc, sans plus attendre, mesdames et messieurs, je vous souhaite un maximum de fun avec M. Georges Larac. Confident. Tu viens de finir un... Oui, je viens de finir. Je suis au 89 à tous les jours de 1h30 à 3h10. OK. Je pensais que tu avais fini. Je pensais que tu n'en faisais plus. Non, mais non, ça fait 5 ans. Je n'ai jamais arrêté. Ça fait 5 ans. OK. C'est ça, tu n'as jamais arrêté, tabarouette. Non. OK, Colin. Ouais. Hey, merci tellement, Georges, d'être là. C'est la première fois qu'on se voit, qu'on se rencontre, qu'on se parle. Je suis tellement content. Écoute, tu me connais-tu zéro, hein? Non, moi, je suis tellement occupé. Là, écoute, je suis débordé là, avec tout ce que je fais déjà. Fait que... T'es tellement poli la manière que tu réponds. Là. Non, c'est parce que je suis débordé. C'est pas parce que t'es pas connu. J'adore comment tu réponds. Non, mais je suis sûr que tu l'es. Ben non, mais non, pas du tout. Je suis sûr que tu l'es, mais je suis vraiment occupé comme... Puis je suis toujours parti aussi. Là, je suis presque jamais au Québec. Aussitôt que je peux m'en aller voir mes enfants à Edmonton, je m'en vais là-bas. C'est ça. Toujours, T'es-tu à Edmonton présentement? Ou non, je suis revenu hier soir.
OK. Comment ça fonctionne quand tu es à Montréal? Tu restes dans un hôtel ou comment ça marche? Non, moi, j'ai ma maison à Saint-Hubert. Ah, t'as ta maison à Saint-Hubert. OK, OK. Ouais. Tes enfants, eux autres, ils grandissent à Edmonton, c'est ça? Ouais, mais ils vivent avec, moi, je suis avec la mère, mais ils vivent avec leur mère à Edmonton. OK, je comprends. Pour les voir, il faut que je descende là-bas pour les voir. Puis l'été, ils passent la moitié de l'été ici. OK. Très cool. Je savais aucunement que tu avais des enfants qui étaient à Edmonton, en fait. Ouais, des jumeaux en plus. Ah ouais, c'est vrai? Des jumeaux. Ouais, Tabarnak. des jumeaux de 12 ans. Comment? 12 ans? Ouais, 12 ans, qui mesure déjà 5 pieds 9. T'es-tu sérieux? Tabarnak. Hey, c'est Ouais, ça, je mesure, moi. 27 ans quasiment. 5 et 9. Tabarnak, c'est incroyable. C'est juste moi, Georges, mettons, où, tu sais, à chaque fois que tu as des enfants, mettons, les gens qui veulent des enfants, là, tu sais que tu as des jumeaux, tu es comme content parce que tout se fait comme tout de suite en double, puis tu as 2 enfants. C'était-tu le fun, ça? Comment tu l'as vu venir, ça, les jumeaux? Mais pour vrai, là, j'espérais que ce soit un de chaque. Parce que, Ah! je vais te dire, la seule affaire que j'aimais moins quand c'était des jumeaux, c'est que ça ne tentait pas d'avoir 2 gars ou 2 filles, tu sais, à la mode, il faut que tu habilles pareil. Tu sais, qui se ressemblent, puis que tu as la misère de différencier, un peu comme les frères Cédine dans la Ligue nationale, qui est qui, tu sais, genre. Ça prenait de numéro, hein? Sinon, on ne le savait aucunement. Exact. J'espérais que ce soit une de chaque. Un de chaque, okay. Mais on ne sait jamais, là. Ouais. Puis, finalement, ce que j'ai espéré, des fois, on dit envoie l'univers ce que tu veux, mais c'était un de chaque. OK, fait que c'est ça, fait que c'est un gars puis c'est une fille. Ouais. C'est incroyable. C'est quoi leur prénom? Pas pantoute. Marcus et Milena, puis ils se ressemblent pas pantoute. OK, fait que c'est des jumeaux pas identiques, là. Ouais, exact. Ça, je trouve ça hilarant. Tu sais, dans ma famille, mettons, le meilleur ami de mon père, il y a des jumeaux pas identiques, Victoria puis Zach. Puis c'est fou parce que c'est juste 2 amis qui se ressemblent pas du tout. Personne ne sait qu'ils sont jumeaux, mais ils vivent tous ensemble, tout en même temps. C'est malade. T'arrives à un certain âge, là, t'as 2 kids, la même âge, c'est réglé, merci, bonsoir, tu sais. Ah, c'est le fun, ça. Tabarouette, je suis content. Merci, Georges, encore une fois d'être là. Écoute, j'ai pensé à toi... je te connais, voyons, je te connais, Georges, Chris, tu sais de où, de partout, du hockey, de la radio, de la kit. Les gens qui ne connaissent pas Georges, allez faites vos recherches, ça prend 2 secondes, vous allez savoir c'est qui. Homme incroyable. Écoute, j'ai pensé à toi, Georges, parce que je suis tombé sur une vidéo récemment qui m'a fait rire parce que j'avais jamais vu ça. Mais je suis tombé sur une vidéo de. Je sais pas pourquoi j'étais sur YouTube. Tu sais, à un moment donné, il est rendu 3 h du matin. Là, puis là, t'es comme sur YouTube. Puis à un moment donné, t'es comme, mais ça, je me suis couché à 8 h. Chris, comment ça, je dors pas? Puis c'était une vidéo de toi puis Georges Saint-Pierre qui wrestle. J'étais comme, il a déjà fait ça, lui. Ouais. Fait que j'ai comme pensé à toi. Mais c'était comment, ce moment-là? Parce que cette vidéo-là est légendaire. Hein? Oui, mais c'est parce que Georges, c'est un de mes bons amis. Puis je me souviens, avant que le UFC ait son premier gala à Montréal, il voulait mousser ça un peu, le gala. Puis ça, c'était dans le temps où Georges, il pouvait se promener à Montréal, il se faisait pas achaler, mais partout ailleurs dans le monde, il y avait des émeutes quand il savait dans quel hôtel il était. Le hockey était tellement gros à Montréal que c'était comme, écoute, ça n'avait pas de sens. David Desharnais, Georges Saint-Pierre, tout le monde sautait sur Desharnais, alors que Georges, c'est champion du monde. Fait que l'organisation du UFC m'ont demandé si, pour mousser le premier gala à Montréal, j'accepterais de faire un combat d'exhibition avec Georges. Okay. Là, c'est ça, j'ai dit oui, c'est un de mes amis. Puis c'est là qu'on est allé au TriStar, puis le but, c'est qu'on essayait de se mettre un ou l'autre à terre. Ouais. Mais tu sais, moi, j'ai aucune technique de lutte, parce que c'est un peu de la lutte qu'on faisait. Là. Ouais. On dirait que Georges, quand j'essayais de le lever, il pesait 3 tonnes. J'étais pas capable. Fait que tu sais, puis ce qui est le plus drôle, c'est qu'il m'a mis à terre plein de fois facilement, mais le plus tough pour lui, c'est qu'il me mettait à terre doucement pour pas me faire mal. Okay. Pour te montrer à quel point il était bon. Parce que normalement, dans un combat, tu mets un gars à terre beaucoup plus fort, puis tu perds le souffle un peu, tu comprends? Tu te laisses tomber avec dessus. Il était fin avec moi, puis tu sais, c'est normal. Georges, c'est le meilleur au monde dans son domaine. Fait que, mais moi, j'ai embarqué dans le jeu, puis je savais que j'avais aucune chance. Là, je suis pas quand même fou. C'est comme Georges, il disait, Georges, si je bosse à la glace avec toi, puis on se bat, je sais que j'ai aucune chance sur patin. Là. Tu sais, mon domaine, c'est sur la glace. Lui, c'est dans l'octogone. Fait que c'est pour ça. Mais je l'ai fait pour le fun, on s'est amusé, puis ça a donné un bon show. OK, je ne savais pas que vous étiez amis, parce que j'étais comme crime, ça devait être malade pour Georges, toi, de rencontrer... Mais moi, Georges, je tenais... Tu sais, les gens courent après maintenant parce qu'il est champion du monde, puis vous le regardez. Moi, je connais Georges avant qu'il soit champion du monde. Okay. Je connais Georges quand il venait s'entraîner à Edmonton quand je jouais avec les Oilers. OK. J'aimais des chandails, puis personne ne le connaissait. C'était un gars qui s'entraînait, puis il aspirait, puis il espérait un jour devenir champion du monde. Mais au début, personne ne savait c'était qui. Moi, je l'ai connu dans ce temps-là. Là. J'ai connu toute son ascension.
Fait que c'est pour ça que ça fait longtemps qu'on se connaît puis on se respecte énormément. Là. J'ai un des chandails dans le temps, puis on ne pouvait pas savoir qu'elle allait devenir champion du monde comme ça. Oh, oui. Planétaire, puis les films, puis tout ça dans ce temps-là. Mais moi, ça fait des années que je le connais, puis on est amis. Là. Fait que c'est pour ça que un petit événement comme ça, il savait en même temps que il n'aurait pas voulu faire ça avec quelqu'un qui pourrait se blesser, tu comprends? Parce que lui, sa carrière d'UFC, tu fais ça, tu te blesses. Tu comprends? Ça va lui coûter de l'argent parce que quand tu te blesses, tu ne peux pas te battre. C'est son gagne-pain, tu comprends? C'est pour ça qu'il savait en même temps, vu qu'on se connaissait, qu'il n'y avait pas de danger que je fasse de quoi de cave pour qu'il se blesse, pour que ça l'empêche de pouvoir se battre dans le prochain gala qui est à Montréal, qui était dedans. Que vous êtes en train de promouvoir en vous battant. Ça aurait été niaiseux que tu voles vraiment comme le... Mais toi, tu l'as rencontré comment, Georges? C'était quoi votre première connexion? C'est quand il venait de Edmonton. Quand il venait de Edmonton, je me souviens pas si c'était l'entremise de quoi, si c'était un email qui m'a envoyé quelque chose, puis j'ai su que c'était un Québécois qui était là, puis s'entraînait en UFC, puis moi, je vu que j'étais un battant. Je me souviens pas. Pour vrai, là, il faudrait que j'y pose la question, parce que je me souviens pas exactement. Je me souviens qu'il était venu, j'avais donné un chandail, puis il était venu voir la game, mais je me souviens pas encore comment c'est arrivé. Mais vu qu'on avait le même nom et appelé de la même façon, Québécois, deux combattants, on s'est liés d'amitié immédiatement. Ouais. Très cool, mais ça a été ça ma vidéo. Là, j'ai pensé à toi, j'ai fait hey, j'aimerais tellement ça, jaser avec Georges. Tu connais pas mon podcast, Georges, c'est un podcast très humain, one-on-one, j'aime ça jaser, faire un peu le background de la personne avec qui je jase. Puis à chaque début de podcast, j'aime ça un peu jaser de t'étais qui quand t'étais jeune, tu viens de quel background quand t'étais plus petit. Toi, je sais que ta famille a immigré au Québec en 75, je me trompe pas, 76. C'était comment quand tu étais jeune? Ta famille était comment? C'était quoi le vibe? Ben, moi, mes parents sont en Haïti, puis ils sont déménagés à Montréal pour pouvoir avoir une meilleure chance, une meilleure éducation, puis chance de travail, parce que en Haïti, c'est pas la même chose que quand ils sont au Québec. Puis en plus, dans le temps, au Québec, on a besoin de beaucoup de travailleurs. On faisait venir beaucoup d'émigrés pour venir travailler parce qu'il n'y a pas assez de travailleurs au Québec. Puis mes parents, mon père, ma mère, quand ils sont arrivés, ma mère est devenue infirmière auxiliaire, puis mon père ingénieur. Puis je me souviens pas trop de quand ils ont déménagé à Montréal parce que je suis né à Montréal à NDG, fait que j'étais trop jeune. Mais ce que je me souviens, c'est quand de Montréal, on a déménagé à Sept-Îles. Et Ciboire. Ouais, j'ai resté à Sept-Îles pendant 1 an. Tu parles d'un trou là-bas. Et pour faire encore pire, après Sept-Îles, on est allé déménager à Sorel. Sorel-Tracy. Écoute, on était la seule famille noire là-bas. Les enfants me regardaient et pensaient que j'étais E.T. Quand je montrais ma main et ils disaient son doigt est aussi long qu'E.T. C'était fou, là. Le monde nous regardait. Non, je te dis. Impossible. Le monde n'avait jamais vu de noir là-bas. Là. Le monde capotait. Ça, c'était Sorel, tu parles. Oui, à Tracy, exactement, dans les bois d'Angoulême que je restais là. OK. Écoute, j'ai vécu tellement de racistes à Tracy, à Sorel-Tracy, dans les deux villes, là, que si tu m'avais connu quand j'étais jeune, là, des fois, tu aurais pensé que le mot nègre, c'était mon nom, tellement que je me le faisais traiter. Ça n'avait aucun sens. Mais mon père, il avait une job au poudre métallique à Tracy, une job d'ingénieur, une super bonne job. Mais même lui, il a vécu du racisme, pas autant que nous, parce que mon père était quand même assez baraqué. Là. Okay. Mais écoute, dans l'autobus d'école, à l'école, au hockey, partout, je me faisais traiter de nègre, partout, c'était fou. Là. Ça n'avait pas de sens. Puis, tu sais, quand j'étais jeune, j'étais pas content qu'on reste là-bas à cause du racisme, mais en même temps, tu comprends, tu sais, il faut comprendre que quand ton père a un super bon job, il y a des choses que, quand tu deviens plus vieux, tu comprends pourquoi on était là-bas, mais j'ai pas de bons souvenirs. Si bol, OK. Tu sais, à part les amis que je me suis fait quand j'étais là-bas, parce que j'avais quand même des amis là-bas aussi, mais je retiens pas mal plus de négatifs que de positifs de mes 10 ans que j'ai vécu à Sorel-Tracy. Puis comment tu passes à travers ces phases-là, surtout en plus les kids, comment ils sont mean, tu sais, ton père, il a dû en vivre à la shop quand même, ou tu sais, ça devait être rough, mais comme tu dis, tu sais, il arrive un âge. Mais ce qui est arrivé, c'est que ça l'a forgé aussi mon caractère, mais c'est parce que l'affaire, c'est que je me suis entêté à vouloir jouer au hockey. Puis ça, on s'entend, si dans une ville qui était la seule famille noire, tu décides de jouer un sport, qu'il n'y a pas de noirs qui jouent, c'est encore pire. Mes parents ne voulaient pas que je joue au hockey à cause du racisme. Le monde me traitait tellement du mon nègre dans les estrades que mes parents n'allaient plus au game et ils ne voulaient plus que je joue parce qu'ils trouvaient que c'était un environnement tellement négatif. Ils disaient que ça allait m'affecter comme personne.
Puis, tu sais, aujourd'hui, je donne des conférences dans des prisons, puis il y a beaucoup de gens qui se sont joints à des gangs parce qu'ils ont vécu des formes de traumatisme, que ce soit du racisme ou d'autres formes de traumatisme quand ils étaient jeunes. Quand joignant une gang, ils sont frustrés puis ils se défoulent. Moi, ce qui est arrivé, c'est quand mes parents voulaient que j'arrête de jouer au hockey, je me souviens, j'avais 7-8 ans. Puis moi, je ne voulais pas arrêter. Parce que, puis en plus, le hockey, c'était même pas mon sport préféré. C'était le football, c'était le soccer, le basketball, le football. Le hockey, c'est pas mon sport préféré, mais quand mes parents me disaient qu'il fallait que j'arrête de jouer au hockey, je disais, puis j'avais 8 ans, je ne peux pas arrêter. Si j'arrête, ils vont gagner, ils vont avoir raison. Il faut que je fasse la Ligue nationale pour montrer à tout le monde qui ont tort. Impossible. Tu dis ça à tes parents à 8 ans, là, tes parents, ils sont comme, notre enfant, il est déjà fêlé, là, ça va pas bien. Parce que mes parents ne connaissaient rien au hockey, là, oublie pas, ils viennent d'Haïti, eux autres, il n'y a pas un background de hockey dans NHL, ils ne connaissent pas ça, là. Ouais, mais c'est ça, toi, je veux dire, quand parce que t'as dû croiser quelque chose qui t'a fait allumer que t'aimais le hockey, ça a été quoi ta connexion pour dire je veux faire ça? Ça a été que quand tu es né à Montréal, si tu n'apprends pas à patiner, tu te fais intimider tout de suite. Tu sais, je veux dire, en partant, là, tout le monde qui est né à Montréal, tu apprends à patiner. À l'école, je me souviens, à l'école Lavoie, où on avait, à l'école, il y avait une patinoire en arrière, on allait patiner là-bas, je jouais au hockey tout le temps, je jouais au hockey dans les parcs à tous les jours. Fait que, quand j'étais jeune, je jouais au hockey, puis je me souviens, mon père, il me pognait des patins dans les bazars, là, des patins usagés là, qui plient. Puis ça coûtait pas cher. Là. Puis moi, je jouais avec ça. Puis écoute, je dominais là, quand je jouais au hockey là-bas, c'était fou. Là, je scorais tout le temps, c'était fou, mais mes parents, bref, je voulais pas que je joue. Puis moi, ce qui est arrivé, c'est que c'est sûr qu'il y a eu des moments tough parce que l'autre chose aussi là-dedans, à travers ça, c'est que mes parents ils ont dit OK, si tu veux jouer, arrange-toi tout seul. Puis là, il fallait que j'aille à l'arena tout seul souvent. Je demandais des lifts où j'allais en bicycle, même l'hiver. Un petit motocross que j'avais, puis j'allais l'hiver avec le stock de hockey. Quand j'étais un enfant, oublie pas, j'ai 8-9 ans. Puis mon père, ce qu'il a dit, si par contre je vois que ça t'affecte, je t'enlève. Fait que des fois, on s'entend qu'à 8-9 ans, là, quand les parents là, chantent des tunes du mot nègre d'un stand, t'es tout seul, là, ben, ça te touche. Ben oui. Mais moi, ça m'a forgé un caractère parce que je ne fallait pas que je montre que ça me touche. Il ne fallait pas que je le montre à eux, puis il ne fallait pas que je le montre à mes parents quand j'arrivais à la maison. Parce que si j'arrivais à la maison puis je pleurais, mon père m'enlevait du hockey. Fait ce que je faisais, je disais rien. Puis là, je mettais ma face dans l'oreiller le soir des fois puis je pleurais. Je me défoulais comme ça. Il ne fallait pas que personne me voie parce que si mes parents me voyaient, j'arrêtais de jouer au hockey. Puis si les parents dans les estrades voyaient que ça m'affectait, ils gagnaient. Fait à un très jeune âge, j'ai arrêté de pleurer. J'avais plus de sentiments. Même encore aujourd'hui, j'ai la misère à avoir des sentiments parce que j'ai tellement nommé ça quand j'étais jeune que d'être capable de faire fi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je peux faire fi de n'importe quelle critique. Je n'ai pas peur de donner mon opinion sur quoi que ce soit parce que le pire moment de ma vie que j'ai vécu, c'est quand j'étais jeune. Aujourd'hui, c'est une joke. Que je parle du végétalisme, que je parle de n'importe quoi que le monde n'aime pas puis qui chiale, je m'en balance tellement parce que ce que j'ai vécu quand j'étais jeune, il n'y avait rien qui était plus traumatisant que ça. Puis je suis devenu tellement direct, tellement comme j'ai pas peur de m'afficher mes opinions puis tout ça que c'est ça, je suis resté comme ça a forgé mon caractère. Puis à un moment donné, quand j'avais 10-11 ans, ma sœur, elle avait reçu une collection de livres, collection, pour les gens qui connaissent, la collection de Groslier, il y a plusieurs, c'est des biographies sur plusieurs personnalités comme Joanne d'Arc, Maurice Richard, Benjamin Franklin. Il y en a une qui c'est sur Jackie Robinson, un modèle de persévérance. Puis j'ai lu ce livre-là comme par coïncidence. Puis quand je l'ai lu, j'ai lu ce que Jackie, un peu, ce qu'il devait passer au travers pour se rendre dans les ligues majeures de baseball. Le racisme qu'il devait passer au travers, comment il utilise ça comme motivation pour percer. Ce que j'ai fait, vu que dans le hockey, je n'avais pas vraiment de modèle noir, j'ai fait la même chose. Tout ce que je recevais comme dénigrement, j'utilisais comme motivation pour travailler encore plus fort pour montrer aux gens qu'elle allait avoir tort. Puis j'ai fait comme Jackie a fait. C'est incroyable. Puis éventuellement, ça m'a propulsé au niveau jusqu'en Ligue nationale. Quand j'ai parti dans la Ligue nationale, la première chose que j'ai faite quand j'ai parlé aux médias, j'ai remercié tous mes dénigreurs parce que j'ai dit que c'était grâce à eux que je m'étais rendu dans la Ligue nationale parce que le hockey n'était pas mon sport préféré, mais toute l'énergie négative que j'avais, j'ai tourné comme en forme de motivation pour leur prouver qu'ils avaient tort. Fait que c'est comme, j'ai passé à la Ligue nationale pour prouver aux gens qu'ils avaient tort quand tu disais que j'étais pas capable de faire quelque chose que j'allais faire parce qu'à 15 ans, j'avais le choix entre le hockey, le soccer et le football. J'avais le choix en 3 sports. T'étais-tu bon dans les autres sports? T'étais-tu dominant? Au football, je faisais touchdown à toutes les games, les pratiques, je passais à travers les joueurs. Au soccer, j'étais super dominant.
Puis au hockey aussi. Tu sais, j'avais le choix dans les 3 sports. T'es un athlète dans l'âme, là. On s'entend, quand t'es noir, tu sais, quand t'as le choix avec les 3 sports, quand tu dis le hockey, le monde rirait de toi, là. Ouais. Puis, tu sais, même, je me souviens, Danny Machocha, que vous connaissez, qui coach en ce moment, qui est directeur général avec les Alouettes. Lui était mon coach avec les Cougars de Saint-Léonard. Quand j'étais là-bas. Okay. Puis quand je devais faire mon choix entre les 3 sports, j'ai été voir Danny, puis finalement, quand j'ai choisi le hockey, j'ai dit, Danny, je suis désolé, je vais choisir le hockey. Puis là, Danny Machocha m'avait dit, Georges, t'es fou. Là, les Noirs, t'as aucune chance au hockey, t'es noir, le football, c'est fait pour toi, tu vas jamais avoir carrière dans le hockey. Puis il me parlait comme ça, puis j'ai dit, Danny, j'ai pas le choix, c'est une mission pour moi, puis j'ai pas tout compté mon historique, mais il faut que je choisisse le hockey. Bref, quand j'ai passé la Ligue nationale, non seulement j'ai remercié mes dénigrants, je revenais là-dessus après, quand j'ai joué à Edmonton, Danny Machocha est allé coacher les Eskimos. J'ai été le voir. Danny, tu te souviens-tu? 15 ans, puis je suis allé le voir, puis il est parti à rire et dit, si tu le vois, demande-y. Il s'en souvient comme si c'était hier. Ah ouais, hein? Je savais que tu allais venir me voir. Effectivement, il se souvient de l'histoire quand il m'avait dit que j'allais jamais percer, puis j'ai réussi. Mais ce qui est hot là-dedans, c'est que mon site web, georgeslarocque.com, il y a une place que les gens peuvent m'envoyer des emails. OK. Ce qui a été touchant quand j'ai remercié mes dénigreurs, c'est qu'il y a certains de mes dénigreurs qui, dans le temps, étaient des enfants, qui ne savaient pas nécessairement ce qu'ils me disaient. Mais on s'entend qu'un jeune de 8 ans qui me traite de nec, c'est que ça vient de ses parents, là, parce qu'un jeune ne sait pas c'est quoi ce mot-là. Il y en a beaucoup qui se sont excusés. Qui me disaient que, sais-tu quoi, je faisais partie des jeunes, dans le temps qui t'avaient insulté, puis ça, puis je te demande pardon, puis c'est touchant là, de voir quand même l'évolution des gens, puis je pardonne aussi, là. Regarde où je suis rendu aujourd'hui, mais ce que je veux dire, c'est que c'était hâte de voir qu'il y a des gens qui étaient assez forts pour s'excuser et de reconnaître. Ouais. C'est ça ma première. Il y en a eu comme 2-3, mais on m'a dit, il y aurait pu en avoir des milliers. Là. Ouais, c'est ça. Il y en avait pas mal, mais les 2-3 qui l'ont fait, s'ils nous écoutent en ce moment, je vous remercie encore une fois. Ouais. Ça montre à quel point vous avez évolué. Puis, tu sais, je peux pas en vouloir à quelqu'un qui a 8-9 ans, qui répète des choses que les parents disent, alors que tu sais pas c'est quoi vraiment les conséquences de ces mots-là que quand tu es un adulte. Mais ça, c'est tout à ton honneur d'être capable de dire, gars, si je mets ça derrière moi, puis c'est correct. Puis... Mais c'était ça ma question en plus, c'était de dire, y a-tu des gens que tu avais. Il y en a qui t'ont écrit sur ton site Internet, mais y a-tu des gens que tu as recroisés, par exemple, un moment donné que tu as fait? Non, les seules personnes que j'ai recroisées vraiment, c'est mes amis de longue date que j'ai gardés depuis ce temps-là. Il y en a une couple à qui j'ai parlé, mais que j'étais ami avec, que j'avais pas ce problème-là avec eux. Là. Avec eux, c'était correct. Mais non, j'ai jamais croisé. Puis, tu sais, ça me dérangerait pas de le croiser non plus. Tu sais, moi, je suis tellement une personne joviale, je suis tellement une personne qui est toujours positive, qui essaye toujours Tu sais, je verrais quelqu'un qui me dirait en personne, j'y serrais la main, puis je dirais, tu sais, ça prend un homme d'être capable de reconnaître ses erreurs. Fait que quand tu es capable de le faire, il faut être capable aussi de dire bravo, tu sais. Fait que c'est pour ça que j'aurais aucun problème de le dire. Ouais, vraiment. C'est fou, Georges, parce que tu es tellement une personne, tu es tellement une bonne personne de ce que je vois, de ce que tu fais. Tu sais, je veux dire, tu es tellement une bonne personne pour les gens qui ne le savent pas. Tu as pogné la COVID en allant porter des repas. Tu sais, je veux dire, tu n'as pas plus une meilleure personne que ça. Fait que ça me fait capoter, on dirait, tout le temps en voyant que tu t'es fait surtout connaître, non seulement par ton talent de hockeyeur, mais par l'aspect goon aussi du hockeyeur. Tu sais, on avait besoin de toi pour aller chercher des minutes de pénalité, tout le kit. Il était où, ce Georges-là? Est-ce que justement, ce Georges-là qui se faisait intimider, il ressortait sa glace puis il cassait des gueules? Tu sais, c'était quoi? Non, pour vrai, quand j'étais jeune, j'étais un marqueur de but quand j'étais jeune. Jusqu'à midget 3A. J'aurais jamais pensé que j'allais me battre un jour dans la Ligue nationale. Tu sais, quand tu es jeune, tu rêves de jouer à la Ligue nationale, tu rêves pas d'aller te battre. J'ai jamais pensé que ça allait arriver. Ce qui est arrivé, c'est que quand la puberté m'a frappé, c'est devenu un monstre. Là, écoute, j'avais pas besoin d'une calculatrice avec les 2 plus 2. Là. J'étais plus aussi. Quand j'étais jeune, j'étais plus vite que tout le monde, mais quand la puberté m'a frappé, là, j'étais comme bon. Je me souviens, Normand Flynn, c'était mon coach junior major. Puis Normand Flynn m'avait dit mon premier camp junior major, j'ai été repêché par les Lynx de Saint-Jean à 16 ans. Il me repêche 5e ronde parce qu'il fallait être repêché à 5 premières rondes quand tu es repêché à 16 ans. Normand Flynn me dit Georges, tu peux te rendre à une nationale. Tu peux jouer à une nationale. Il va falloir que tu utilises ça. Je t'ai jamais battu ma vie, puis j'ai aucune ose de méchanceté en moi. Là. Ouais. Mais écoute, j'ai fait ce qu'il fallait que je fasse pour me rendre à une nationale pour jouer pendant 13 ans. Mais je déteste ça. J'ai jamais aimé me battre. Mais ça n'a jamais été dans moi. Moi, pour vrai, là, je déteste la bataille.
Écoute, je déteste ça, j'aime pas ça en parler, j'haïssais ça faire ça, mais j'ai été quand même reconnu comme un des meilleurs qui l'a fait. Parce que Ouais. je me suis dit, si j'aime pas ça me battre, je suis aussi bien à être le meilleur. Parce que si je le suis, le monde va me craindre. Fait que j'aurais pas besoin de le faire souvent. Si t'es pas Ouais. bon à te battre, tout le monde va vouloir se battre avec toi parce qu'ils se feront jamais mal. Mais si tu détruis des faces, tu casses des gueules, tu donnes des commotions, là, ben le monde va. Sais-tu quoi? La game à soir, mais me laisser tranquille. Ouais, Je c'est vais me ça. battre contre les autres équipes. C'était Puis toi, parfait. dans ta tête, tu vas être Il arrive content, absolument Nasty. rien. Ben, c'est parfait. Ouais. Parce que ta Ouais. job, sans même que tu aies besoin de te battre, le but d'avoir un batteur dans ton équipe, c'est quoi? C'est que ton équipe se fasse respecter. Ouais. C'est pour ça que des fois, le monde à Montréal, il y a qui me disait ah, la RAC, il se bat pas assez. La RAC, il fait pas sa job. Le monde Ouais. ne comprenne pas, là. C'est que il se passait rien, là. On se faisait-tu abuser physiquement? Non. Lucic Ouais. était-tu tranquille? Oui. Chara était-tu tranquille? Oui. Personne ne faisait rien. Rien. Ouais. Mais par contre, quand je suis parti, quand j'ai été libéré, qu'est-ce que Chara a fait à Pacioretty après? J'étais plus là, là. Si, ouais. Il n'aurait jamais fait ça si j'aurais été sur le banc. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas le nombre de fois que tu te bats, c'est l'impact que ça donne aux autres équipes qui ont des joueurs physiques qui sont à soir, ça ne me tente pas de me pogner avec la Ouais. raque, fait que je jette pas les gants. C'est comme le célèbre match quand je joue contre Boston puis Lucic était sur la glace. Quand je courais sur Lucic, là, à tous les chiffres, puis le monde riait, puis il voulait que je saute dessus. Premièrement, je ne peux pas sauter sur un gars qui ne jette pas Y a les gants. pas. Si je Ouais, saute c'est ça. dessus, je pogne un 10 matchs de suspension, puis la une Jean Moral le lendemain, l'ARAC, attaquement sauvage sur Lucic, Ouais, suspendé ouais. 10 matchs, je me fais traiter de sauvage dans toutes les lignes vertes. Ouais, Puis ouais. la suspension de 10 matchs, là, avec les gens qui sont contents, je saute dessus sur eux, ils vont payer la suspension. Ouais, Non. c'est ça. C'est ça l'affaire. Il faut comprendre, c'est que tant que le gars faisait rien, il Ah était non, tu tranquille peux. contre le Canadien, c'était correct. Ma job était faite. Puis c'est ça l'affaire, c'est pas le nombre de fois que tu te bats, c'est le respect que tu amènes. Souvent, les gens à Montréal, ceux qui ne connaissent pas le hockey, ne comprenaient pas que l'impact d'un homme fort dans une équipe, c'est pas le nombre de fois qu'il se bat, c'est les joueurs adverses, comment ils respectent ton équipe. Puis quand j'étais là, même si je n'ai pas joué souvent parce que j'avais un nier de 10, c'est quoi un nier de 10 en français? Un quoi, tu dis, excuse? 2 hernies discales. J'avais 2 hernies OK. discales. Puis Je comprenais pas. j'ai pas joué beaucoup dû à ça. OK. Mais quand même, tout le temps que j'étais là pendant 1 an et demi avant que je sois libéré, Ouais. on était respectés, puis j'avais Ouais. pas besoin de me battre tant que ça. Mais tu sais, là, tu dis que tu veux pas trop en parler, puis on n'en parlera pas pendant 1 heure, inquiète-toi pas, je passe là-dessus rapidement. Mais tu dis que tu n'as jamais aimé ça te battre. Ta première fois, c'était comment? C'était-tu stressant quand même? Étais-tu nerveux ou tu t'es dit Non, je mais vais all-in? Non, mais à chaque combat, je suis nerveux. Parce qu'à chaque combat, tu penses que tu peux mourir. Oublie pas, hein, ça te Ouais. passe par l'esprit. Ce que l'affaire, c'est que tu regardes ça à la télé, ça a l'air super le fun. Ah, casse la gueule, fais ci, fais ça. Ouais. Mais c'est parce que l'affaire, c'est que on n'a pas de gants, là. Des points, ça tempe. Tu peux après ça te Ouais, péter c'est la rough. tête sur la glace. Si le gars te tombe dessus, c'est un gars de 300 livres, il tombe dessus, tu pètes la tête sur la glace, tu peux mourir. Fait qu'à chaque combat, surtout si c'est un gars qui est encore plus gros, tu penses à ta vie, là. Ouais. Tu sais, ta vie, des fois, elle te défile devant les yeux, là. Puis c'est pour ça que, tu sais, c'est très énervant. Puis mon premier combat, c'était contre Todd Simpson. C'était pas le plus gros des heavyweights, mais c'était mon premier combat dans la Ligue nationale. Puis tu sais, quand tu joues junior major, tu as une demi-visière. Puis quand tu arrives dans la Ligue nationale, T'en as le pas. batailleur, tu n'as pas de visière. Tout est direct d'en face, là. Fait que c'est pour Tabarnak. ça que c'était, tu sais, c'est vraiment violent. Puis, Ah, puis dans le tu temps, sais, tu peux le enlever fait ton casque aussi, là, me semble. Là. non, Maintenant, non, 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 on n'enlevait non? pas. On n'enlevait pas. On pouvait le OK. perdre pendant les combats, mais l'affaire qui est exceptionnelle, c'est que, ce que j'en reviens pas, c'est que je me suis battu pendant 13 ans dans la Ligue nationale, puis je me suis jamais fait knocker dans la Ligue nationale. J'ai jamais eu de commotion dans la Ligue nationale. J'ai jamais perdu de dents dans un combat dans la Ligue nationale. Je ne me suis jamais fait péter le nez dans un combat dans la Ligue nationale. Jamais Une rien eu chance, hein. dans un combat. Non, mais ça, là, c'est exceptionnel. Là. Je Ouais, suis ouais. tellement chanceux parce que malheureusement, c'est pas la même chose pour tous mes pères. Mais écoute, c'est tellement dangereux ce que j'ai fait que je me compte Ouais. vraiment choyer. Je me compte vraiment choyer. Ben, je suis content pour toi, honnêtement, parce que c'est vrai que c'est tellement dangereux. Il arrive des affaires pires que ça, même Ouais. sans se battre. Là, je veux dire, il arrive plein d'affaires à tous les jours. Puis justement, j'avais une de mes questions pour toi, que c'était justement, tu pensais quoi qu'il y ait de moins en moins de batailles. Je pense que tu es bien d'accord avec ça aussi. Là. Non, Mais non, toi, tu n'es pas d'accord avec ça. non, non. Ah, OK. Je vais te dire pourquoi. Je vais te dire Ouais. pourquoi. Vas-y donc. Pense à ça 2 secondes, OK? Pourquoi il y a bien des gens qui se sont battus comme j'ai fait dans le temps, que maintenant, aujourd'hui, quand ils se prononcent, ils disent tout, on enlève les batailles dans le hockey.
on n'a jamais dit ça pendant qu'on jouait. Moi, quand je jouais, là, j'ai joué 13 ans en Ligue nationale. Je savais comment c'était dangereux. J'avais peur des fois. J'ai pas pris ma retraite prématurément après 2-3 ans, puis je me suis dit, on enlève les batailles, je prends ma retraite maintenant, c'est trop dangereux. Pourquoi tout le monde qui se prononce sur les combats, c'est du monde qui sont retraités? Pourquoi tu ne l'as pas dit quand tu jouais d'abord? Pour moi, c'est hypocrite. Si j'ai fait ça pour vivre, si je me suis battu pour vivre, maintenant je prends ma retraite, je me joins au côté populaire en disant, bon, maintenant que je ne joue plus, on enlève les combats. Maintenant que j'ai fait des millions, OK, on peut les enlever. Attendez, par contre, que j'ai fini ma carrière, puis là, je vais me prononcer là-dessus, mais pas pendant que je joue. Ouais. Je vais toujours défendre ça parce que c'est ce qui a mis du pain sur la table pour moi. Ouais. Pour le jeune qui a besoin que les combats restent là pour avoir un job. Fait que je vais le défendre pour ça. Mais on s'entend que je le défende ou pas, c'est pas moi qui décide. Ouais. Mais je ne vais jamais parler contre les combats, c'est ça que j'ai fait. Je comprends. Je ne vais pas dénigrer ce que j'ai fait, tu comprends? Fait que c'est pour ça que pour moi, les combats ont leur place dans la Ligue nationale, ils ont leur rôle à jouer dans la Ligue nationale. Oui, c'est important de trouver une façon que ce soit plus sécuritaire, ça l'est plus, parce qu'il y a moins de joueurs unidimensionnels qui sont là juste pour se battre. Mais le hockey qui est un sport de contact, c'est important que des fois, des gars, quand les esprits s'échauffent, les joueurs peuvent jeter les gants, puis après ça change. Après ça, c'est fini, on passe à autre chose. C'est comme quelque chose qu'on appelle le code que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Puis en même temps, tu sais, quand le monde dit « Ah, les combats à la Ligue nationale, c'est passé, c'est dépassé. » OK. Ben j'ai des nouvelles pour vous. Quand on va voir les games de hockey, puis il y a un combat, qu'est-ce qui arrive? Est-ce que le monde sont en train de huer? Tout le monde est debout, puis tout le monde crie. Le monde ne sont pas debout en train de huer. Chou! Ouais. Ben, c'est ça. Ceux qui perdent contre les combats, ben, tu vas voir n'importe quel gars dans la Ligue nationale, puis la popularité est tout aussi populaire que jamais quand tu regardes un combat, parce que tout le monde est excité. Ouais, c'est incroyable comment un combat, dans n'importe où dans la vie, là, quand il y a un combat, c'est un peu comme... c'est une drôle de comparaison, mais c'est un peu comme quand tu vois quelqu'un tout nu, tu sais. Il y a une année où tu fais comme Chris, il y a quelqu'un tout nu, mais tu regardes un peu, tu sais. Tu comprends ce que je veux dire? Ça dépend, là. Un homme ou une femme. Ouais, ça dépend pour qui, tu sais. Pour moi, toute ma vie, j'ai joué au hockey. Ouais. Un homme, je m'en rends même pas compte, là. C'est comme, ouais. comme regarder un arbre, là. Ouais. Comme regarder un arbre. Si tu dis une femme, ouais. là, je vais te dire, oh, là, je vais avoir ta réaction. C'est drôle comment, tu sais, des fois, j'en parle avec ma blonde. Moi, j'ai joué au hockey aussi. Des fois, j'en parle de comme quoi, tu sais, on prend des douches après qu'on joue au hockey, tu sais, puis il y a tout le temps le questionnement de ouais, mais quand tu prends des. Avec les autres gars, oui. Mais vous êtes tout nus. Ben oui. Mais t'as-tu regardé les autres qui. Ben non, il n'y a même pas une question de ah, il y a une grosse, tu sais, il n'y a rien de ça, là. Tu te laves puis tu sacs ton camp. Mais c'est vrai que normalement, parce que les filles ont des douches individuelles, ouais. souvent, fait qu'ils ne comprennent pas le concept de open. Mais sauf que le hockey féminin, c'est comme nous autres, c'est open. Ah, c'est ça, exact. Ouais. Fait que là, on s'en rend même pas compte, c'est juste une routine. Et voilà, c'est comme manger du pain, tu fais ça, puis tu t'en rends pas compte que c'est ça. Exact, ouais. Mais, fait qu'après ça, 180, Georges, tu t'arrêtes de jouer. Il se passe quoi à partir du moment où tu prends ta retraite? Tu as encore beaucoup de temps devant toi. C'est quoi le 180 que tu fais? C'est où tu vas? Écoute, moi, pour vrai, là, je voulais tout faire. Moi, je suis tellement un gars hyper actif que j'ai décidé de toucher à tout. Tu sais, télé, radio, politique, végétaliste, conférencier, écrire un livre, restauration. Écoute, il n'y a rien que je n'ai pas fait pour vrai. Ouais. Tu sais, c'est comme, tu sais, quand on dit on a juste une vie à vivre, là, moi, je me dis, il faut que je touche à tout, il faut que je fasse tout. Fait que, tu sais, j'ai vraiment, écoute, je me suis lancé en business. Il y a des fois que ça l'a planté, des fois que ça l'a marché, des fois que ça ne marchait pas. La majeure partie du temps, ça a marché. Mais non, je vis pleinement. J'essaie de faire le plus possible parce que essayer des choses, m'amuser, vivre pleinement. Ouais. Puis non, c'est comme, c'est fou. Souvent, le monde dit, mais comment tu fais? Mais j'ai pas besoin de dormir beaucoup. J'ai beaucoup d'énergie. Puis j'aime ça essayer des choses. Puis c'est pour ça. Fait que, pour vrai, la radio est beaucoup dans ta vie aussi. Ça s'est arrivé comment, la radio? T'as-tu jasé avec du monde un peu, tu connaissais du sport? Puis... Mais l'affaire, c'est que quand je vois dans la Ligue nationale, c'est parce qu'il y a des joueurs que, quand tu regardes leur carrière, tu les entends, tu sais qu'un jour, ils vont être dans les médias parce qu'ils sont très vocaux pendant qu'ils jouent. Souvent, les athlètes, dans leur carrière, ils aiment ça, ils n'aiment pas les caméras, puis ils se sauvent, puis ils ne veulent pas s'exprimer, puis ils cachent leur personnalité un peu. Moi, j'étais l'opposé. Moi, j'adorais ça. Puis la radio, j'ai commencé ça quand je jouais à Edmonton. Quand je jouais à Edmonton, je faisais de la radio régulièrement
pendant que je jouais. Puis là, j'en ai fait quand j'étais allé à Phoenix, j'en ai fait quand j'étais allé à Pittsburgh. Fait que quand je suis né à Montréal, on ne pouvait pas en faire pendant qu'on jouait, c'était un règlement, mais je savais qu'à la fin, je savais que j'allais faire de la télé puis de la radio à la fin de ma carrière. Fait que vous n'avez pas le droit d'en faire. Non, on ne pouvait pas. Un show régulier, non. Je faisais ça avec mes autres équipes, mais à Montréal, non, tu ne pouvais pas. Mais je savais que quand j'allais être retraité, j'allais faire de la télé et de la radio. Ça, j'étais pas mal sûr que ça allait arriver. OK, parce que tu sais, on regardait, mettons, des Piqué Souban que il avait le goût de faire ça, je pense, divertissement pas mal. Quand il est parti de Montréal, il en a fait de plus en plus, puis il s'est fait aussi beaucoup taper sa tête de faire hey, t'aimes-tu mieux faire du divertissement que du hockey, tu sais? Fait que je me questionnais à savoir si tu un règlement dans la Ligue nationale de tu peux pas en faire ou tu as le droit, tu sais? Non, mais l'affaire, c'est que tu peux en faire, mais il faut pas que ça nuise à ton jeu. Mm-hmm. Puis, tu sais, tout dépendant des joueurs qu'on peut parler, il y a des joueurs qui, trop d'activités à l'extérieur de la patinoire, ont nuit à leur jeu. Puis c'est pour ça que, tu sais, puis en même temps, il ne faut pas que ce soit quelque chose qui soit au quotidien à tous les jours pour que ça devienne une distraction, genre. Fait que c'est pour ça que quand je le faisais, c'était pas à tous les jours, mais c'était une fois par semaine avec mes autres équipes. Mais c'est juste que Montréal, le hockey est tellement gros que, puis étant donné qu'il y a des attachés de presse qui aiment ça être proche des joueurs quand tu t'exprimes, quand tu parles, ils aiment ça avoir un contrôle pour être sûr que, tu sais, si tu fais une erreur à Montréal comme joueur dans ce que tu dis, ben, ça peut revenir te hanter. Puis comme on sait, avec les tribunes, avec tout ce qu'il y a, tout est épié à la lettre, tout ce que tu dis, tout ce que tu fais. C'est pour ça que, tu sais, il y a même moins ça. Ça, c'est correct. Je savais que quand j'allais arrêter de jouer, j'allais avoir toutes les tribunes que j'aurais voulu. Ça a l'air tellement difficile, ça, by the way, d'essayer de performer à Montréal, puis en même temps, tu as tout le monde qui te scrute, là, tout ce que tu fais, c'est pas correct. Ça a l'air difficile de jouer particulièrement à Montréal. Es-tu d'accord avec ça? Oui, mais ça, c'est sûr. C'est pour ça que quand tu es jeune, un jeune Québécois, nécessairement, ne va pas vouloir jouer pour le Canadien de Montréal parce qu'il n'aura pas l'expérience de dealer avec la pression, en plus de travailler pour rester à la Ligue nationale. Quand tu es plus vieux, c'est pas pareil, parce que tu vois plus ça de la même façon, puis c'est plus facile de dealer avec. Mais moi, je me souviens quand j'étais jeune, quand j'étais au repêchage à Edmonton en 95, puis j'étais listé dans les 2 premières rondes, moi, je croisais mes doigts, puis je voulais pas être repêché pour la Canadienne de Montréal. Okay. Parce que, tu sais, je regardais, j'étais là, non, ça se peut pas, je peux pas. Il y a bien trop de pression. Comment je vais être capable de dealer avec ça? Je savais pas que j'allais être un homme fort respecté non plus. Fait que, je me disais, admettons que je suis un homme fort qui n'est pas bon, puis je pars des combats, je me fais huer à Montréal, qu'est-ce qui va m'arriver? C'est toutes des affaires qui passent par l'esprit. Ouais. C'est pour ça que la pression de Montréal de gagner, d'être les meilleurs tout le temps, vu le riche historique de l'équipe, puis les coupes, puis tout ça, puis je me disais, non, j'aime mieux jouer ailleurs, avoir la paix. Puis peut-être un jour, au fil des années, avec plus de maturité, là, j'aurais pas problème de jouer dans un marché difficile comme ça. Puis c'est arrivé, finalement. C'est drôle parce que j'ai reçu Pierre-Luc Dubois sur le podcast dans, je pense, le premier épisode. Vous irez voir ça, les gens qui écoutent. Non, c'était super le fun. J'avais posé la question justement aussi s'il aimerait ça venir à Montréal. Puis la question était bien contournée de sa part. C'était drôle en tabarouette. Vous irez écouter ça, la gang. Oui, mais juste pour te dire, si tu parles à un joueur québécois qui dit là, dans ton entrevue que oui, il aimerait ça, il parle de façon politique. Ouais. Parce que c'est comme un suicide, médiatique de dire que tu ferais pas jouer pour le Canadien de Montréal. Mais sais-tu quoi? Ouais. Je l'ai fait. Quand j'étais à Edmonton, à un moment donné, il y avait des rumeurs qui disaient comme quoi que le Canadien était intéressé. Puis j'arrêtais pas de dire que je voulais rien savoir. Puis j'avais même dit, si le Canadien venait me chercher, j'allais prendre ma retraite. J'avais même dit ça. Fait que c'est impossible. Moi, je disais toujours ce que je pensais, là. Wow! Mais la raison pour laquelle je joue avec le Canadien de Montréal, c'est parce que ma mère me l'a demandé. Ma mère, là, elle était tannée de mes games à Edmonton, qu'il y a 2 heures de décalage qui commencent à 10 heures le soir lors de Montréal. Elle était plus capable de veiller tard, d'écouter ces games-là. Puis le lendemain, elle se levait à 4h30 pour aller travailler comme infirmière à l'hôpital. À un moment donné, elle m'a dit, come on, signe avec le Canadien, tu vas pouvoir voir les games. Puis je disais, ils vont pas aimer ça, moi. Parce que avec mon franc-parler, avec comment que je suis, ils vont pas aimer ça. Puis comme de fait, c'est sûr que j'ai été blessé beaucoup. Mais dans les médias, je leur donnais une à tous les jours. À chaque fois que le monde me posait des questions, c'était comme, yes, on a notre une de demain. C'était comme, moi, je disais toujours ce que je pensais, c'était toujours divertissant.
wow. S'il ne se passait rien dans les médias, il n'y avait rien dans les nouvelles, puis quelqu'un a besoin du jus, quelque chose, mais il venait m'interviewer. Il venait m'interviewer, puis c'était sûr que j'allais leur donner du jus. Georges, qu'est-ce que tu penses du Canadien? Pourri! Et voilà, la une, Georges Larac dit. Mais non, mais tu sais, je vais donner un exemple. À un moment donné, je me fais interviewer parce qu'à un moment donné, on faisait une rotation à 4 sur le 4e trio. Moi, Maxime Lapierre, Steve Bégin, puis Mathieu Dandenot. On est 4, OK? Puis on fait une rotation à 4. Chacun notre tour, on passe notre tour, OK, dans les games. À un moment donné, quelqu'un de médias qui vient me voir, il dit « Georges, qu'est-ce que tu penses du fait que vous faites une rotation à 4 joueurs pour le 4e trio? » Normalement, si tu poses cette question-là à un gars, joueur dans la Ligue nationale, il va te dire « Ben écoute, je respecte la décision du coach, je vais travailler fort dans les coins, puis travailler fort pour revenir au jeu le prochain match. Puis je comprends, je continue à m'améliorer, je reste positif, je supporte l'équipe, puis ouais, c'est ça. Là, il va te donner une cassette comme ça, OK? Là, t'entends ça chez vous dans ton salon en buvant ta bière et mangeant des chips. Si tu crois à ça, tu dis « Ah, bon gars d'équipe. » Ouais. Si tu es intelligent, tu dis « Ah, la maudite vieille cassette, tu changes de poste, tu écoutes quelque chose d'autre, OK? » Ouais. Moi, quand on me pose la question, je ne vais pas dire la cassette. Je dis toujours ce que je pense. Quand on m'a posé la question, j'ai dit ce que je pensais. J'ai dit si j'avais su que j'allais faire un carrousel à 4 joueurs dans le 4e trio, ben, j'aurais jamais signé 7. C'est quoi la bombe que ça l'a fait quand j'ai dit ça? Oublie ça, tu ris? C'est sûr que ça rit, c'est-tu? Le monde, mais non, mais le Canadien capotait que j'ai dit ça. Là. Ah, c'est sûr. Il a dit, genre, tu peux pas dire ça. J'ai dit, ben, c'est ça que je pense. Tu veux que je mente? Oui! Il faut que tu mentes. Tu peux pas dire ça. Ça a fait la une partout, mais c'était la vérité. À Montréal, tu peux pas dire la vérité. Tu comprends? Tu peux pas. Parce que le hockey est trop gros. Ça devient trop une distraction si tu dis ce que tu penses. Fait que la majorité des entrevues que tu entends, pas juste à Montréal, mais un peu partout, les gars vont te donner une cassette. Ah oui. Je peux te dire, toutes les entrevues que vous entendez, que tu entends en ce moment, là, je peux te dire exactement comment le gars il pense avant même qu'il réponde. Ah oui. Oh, je peux te dire si ce qu'il a dit, si c'est vraiment ce qu'il pense ou pas. Mais c'est juste que, tu sais, on est tous des compétiteurs. On s'est battu toute notre vie pour se rendre là. Ouais. Puis, veut pas, il faut que tu aies un ego. Il faut que tu veuilles vouloir prendre la place de quelqu'un pour être là. Tu penses-tu que quand un joueur ne joue pas, il n'est pas fâché? Tu penses-tu que c'est vraiment l'attitude d'un joueur? C'est « Ah, mais c'est pas grave. » Il serait jamais dans une nationale s'il y avait cette attitude-là. Fait que quand tu entends ça, c'est pas vrai. Ouais. Surtout, des fois, quand tu joues pas, en plus, tu te fais remplacer et tu veux-tu pas que ton remplaçant il soit meilleur là, à ton poste. Là, mais non, exactement. C'est comme le goaler qui se fait remplacer. Si le backup gagne la game, le monde va dire ben là, il devrait être le numéro 1. C'est la même affaire pour les goalers aussi. Là. Ouais, c'est pour ça que quand tu regardes ça, là, des fois, ils montent la face des goalers quand un gardien se fait marquer le 3e, 4e but. Puis là, il montre la face du goaler d'auxiliaire, puis il garde une face frette parce qu'il sait que la caméra va aller sur lui, puis il ne faut pas qu'il paraisse qu'il a l'air content. Mais tu penses qu'il n'est pas content? Il sait que ça sort bientôt le prochain match. Oh, ouais. Surtout, des fois, là, moi, ce que je trouve drôle, là, c'est les entrevues pendant le match. Tu sais, entre la 2 et la 3, là, ils s'en vont chercher quelqu'un dans le vestiaire, puis hey, puis qu'est-ce que ça passé la première période? Hey, on s'entend-tu que le gars, là, il est dans sa game, il n'est pas pantoute là, puis tu le vois, il regarde un peu dans les airs. Check. Premièrement, là, ces entrevues-là, il n'y a personne qui veut faire ça. Okay? Il n'y a aucun joueur qui veut faire ça. Déjà que l'entraque est assez courte de même, tu vas enlever tes patins et tout ton stock, puis te détendre. Là. Le 2 minutes que tu répètes toujours la même affaire, que tu dis absolument rien, ben, c'est 2 minutes que tu ne veux pas faire. Souvent, l'attaché de presse, il force quasiment le joueur à le faire. Là. Mais il n'y a aucun contenu que tu vas avoir dans ce qu'un joueur te dit entre les périodes qui est intéressant. Tu comprends? À part avoir un réseau qui peut dire ben, j'ai réussi à avoir un joueur dans l'entraque. Tu comprends? Ouais. Mais c'est ça. Même moi, quand j'ai travaillé les matchs du CF de Montréal, puis je faisais partie du broadcast, puis j'interviewais les joueurs à la mi-temps, puis ils ne voulaient pas me parler, ils me connaissent. Ils ne voulaient pas me parler, les autres veulent aller s'asseoir. Là. Ils leur posent des questions, puis c'était des questions de trop. Là, c'est comme, je peux-tu aller m'asseoir? La partie de la guerre, c'est d'avoir des entrevues, d'avoir le plus d'entrevues possible pour divertir, pour donner du stock, mais en bout de ligne, c'est ça. Ah non, c'est des sportifs aussi, là, je veux dire, ils veulent pas
veulent pas jaser, ils veulent pas en communiquer. Il doit y en avoir des bons aussi là, qui communiquent bien. Puis Non, il y en a plein de bons. Non, mais des bons, il y en a plein. C'est sûr qu'il y en a plein. Mais la grosse majorité n'aime pas faire des entrevues. Ce qui est drôle, par contre, c'est quand les joueurs sont retraités, souvent, il y en a qui veulent être dans le monde du média. Mais le problème, c'est que si tu t'es sauvé toute ta carrière des caméras, comment est-ce qu'un média va vouloir t'engager après? Il ne connaît pas ta personnalité, il ne sait pas comment tu parles en ondes, il ne sait pas comment tu es. Tu t'es jamais exprimé. C'est pour ça que c'est important d'utiliser cet outil-là pendant que tu joues pour te préparer pour quand tu prends ta retraite, pour que maintenant, là, tout le monde te connaît. Moi, là, quand j'ai pris ma retraite, quelle que soit la façon de se terminer, j'ai été libéré. Tout le monde savait que j'avais un franc-parler, un gars d'opinion, un gars qui n'a pas peur de dire ce qu'il pense, puis un gars qui, quand il défend son point, il représente une compagnie 100%, donne son énergie, corps et âme. Le monde, il savait ça. Il y a des joueurs, tu vas voir dans la rue, tu les as tellement jamais vus parler en entrevue que tu ne sauras même pas que c'est un joueur national, c'est ton voisin, genre. Ouais. C'est pour ça que... Ouais. Ah, mais c'est incroyable quand même. J'aime ça voir les gars, après ça, sortir du sport puis continuer à travailler d'une manière connexe là-dedans. Là. Ça doit être intéressant de passer du côté glace au côté hors glace puis d'analyser un peu comme tu fais à la radio à chaque jour. Là, ça doit être pas mal intéressant. Mais sinon, Georges, dans un autre ordre d'idée, pour passer à plus côté personnel aussi de l'entreprise. Personnel, on parle de toi pas mal depuis le début, mais je parle autre que le hockey. Toi, tu es un très fier végétalien, Jean, je ne me trompe pas? Végétalien? Depuis 2009, végétalien. Depuis 2009. Qu'est-ce qui s'est passé en 2009? Tu as dû le dire souvent, là, mais mes auditeurs, je ne pense pas qu'ils le savent. Là, en 2009, une de mes amies, elle n'arrêtait pas de m'acheter depuis que je regarde un documentaire qui s'appelle The Hurtlings. Ça, c'est un documentaire que Joaquin Phoenix fait la narration. Et c'est un documentaire qui montre comment les animaux souffrent pour finir dans notre assiette, comment que c'est mauvais pour l'environnement et pour notre santé. Puis je me souviens, quand elle me disait de regarder ce documentaire-là, elle me l'avait donné, le DVD. Puis là, je disais, il n'y a absolument rien qui va me faire arrêter de manger de la viande. Je mangeais une vache par jour avant. Puis là, elle ne m'arrêtait pas de m'achaler, t'as-tu regardé? Fais juste le regarder, tu me diras ce que tu en penses. Là, un moment donné, je me suis dit, bon, je vais l'écouter son maudit documentaire parce qu'elle arrête de m'achaler. Puis après ça, je vais dire, bon, OK, je l'ai écouté, puis là, je vais aller manger un Big Mac après, tu sais, genre. Quand j'ai écouté Hurtlings, le documentaire est 1h30, j'oublierai jamais comme si c'était hier. Écoute, j'ai pleuré ma vie, là. Ah ouais. Je ne revenais pas comment les animaux souffraient dans nos assiettes. Je ne reviens pas comment c'était mauvais pour notre santé et l'environnement. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, that's it. Je deviens vegan. Puis j'étais comme, ma vie est finie, je vais mourir, j'aurai plus de muscles. Mais je m'en fous. J'aime mieux mourir. Tu sais, moi, je suis tellement une personne extrême. Moi, c'est un extrême ou un autre. J'aime mieux mourir que contribuer à la souffrance des animaux. Ouais. Fait que là, quand j'ai décidé de faire ça, j'ai dit, OK, je suis vegan. J'ai regardé chez nous, tout avait des produits animaux dedans. J'ai mis ça dans un sac, j'ai mis ça dans une fondation, puis je me suis dit, ma vie est finie. Je vais manger juste des brocolis, puis je vais mourir. Moi, c'est ça que je pensais. Là. J'étais comme tout le monde qui pense que c'est pas bon d'être vegan, parce que je connais pas ça. J'ai été voir Anne-Marie Roy, qui est une nutritionniste végane. J'étais avec elle chez To, puis elle m'a montré tous les aliments, bok choy, du kale. Je ne savais même pas c'était quoi du kale. Ouais. Plein d'affaires que je ne connaissais pas. On a passé 4 heures là-bas avec des aliments qu'elle m'a appris c'était quoi, puis quoi manger, quoi prendre, puis elle m'a fait un menu, puis tout. Puis là, juste avant de commencer à faire ça, j'ai été... Si vous regardez sur YouTube La face cachée de la viande avec Julie Schneider et Sophie Durocher, j'ai fait partie de ce documentaire-là. Okay. J'ai fait des tests. C'est un documentaire sur le végétalisme. J'ai fait des tests avant et après. Fait la journée où j'ai décidé de devenir vegan, j'étais voir Anne-Marie Roy, qui m'a donné un menu, j'ai fait l'épicerie avec. Puis le lendemain, j'ai été à l'Institut de cardiologie de Montréal, voir le docteur Junot pour faire des tests. Maintenant, des tests physiques pour voir c'est quoi que ça allait faire dans 4 mois quand j'allais revenir pour le camp d'entraînement du Canadien de Montréal parce qu'il me restait une autre année à jouer. Puis ça, tu peux voir les tests. Écoute, c'est écrit sur YouTube, La face cachée de la viande, tu écris mon nom, tu vas le voir. Fait que là, j'ai fait les tests puis tout ça. Puis 4 mois plus tard, je suis revenu. Après 4 mois sur le végétalisme, j'ai fait les mêmes tests. Puis j'étais plus fort, plus endurant. J'ai amélioré mon VO2. Ouais. Puis les watts que je poussais sur le bicycle, le docteur Junot, si tu écoutes le documentaire, il dit, c'était les mêmes watts que le monde pousse au Tour de France. Il faut que tu l'écoutes, là. Il faut que tu l'écoutes. Il en parle dans le documentaire. Le docteur Junot, qui est très respecté à l'Institut de cardiologie de Montréal. C'est sur
Je me souviens plus ce qu'il y avait encore à Montréal, mais si vous regardez, vous allez trouver, là. Mais bref, c'est fou le documentaire. Puis là, quand C'est sur YouTube, là. Sur YouTube, la face cachée de la viande, t'écris mon nom, tu vas le trouver. OK, on va aller Puis voir là, ça, quand la j'ai gang. vu ça, j'ai dit, man, c'est incroyable. Fait que j'ai commencé à donner des conférences. Je louais des salles, puis je donnais des conférences gratuitement. Puis il y a plein de monde, des centaines de personnes qui venaient, puis je donnais une conférence sur le végétalisme. À force de faire ça, le producteur Sean Monson, qui a fait Hurtlings avec Joaquin Phoenix, il m'a appelé et il m'a dit, est-ce que j'aimerais faire la narration française de Hurtlings? Non. Et j'ai dit oui. Il est venu à Montréal. Puis si tu vas sur YouTube, tu écris Terrien. En français, c'est moi qui fais la voix de Terrien au complet. Il est venu à Montréal, j'ai fait gratuitement Terrien au complet. Puis là, le monde peut l'écouter en français parce qu'on s'entend qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas écouter un documentaire en anglais avec des sous-titres français. Au moins, tu peux l'écouter avec ma voix en français. Puis là, par la suite, j'ai participé à diverses, tu sais, comme Game Changer. J'ai participé à ce documentaire-là. Je suis dedans à la fin avec Pat Boignan qui fait le record du monde de poids. J'ai participé à tout plein de documentaires par après. Puis je fais des conférences à travers le monde sur le végétalisme. Wow. Parce que, bien entendu, un gars de ma carrure qui devient vegan, il y a beaucoup de monde qui sont comme comment tu fais tes protéines, comment tu fais. Alors, c'est ça. Je suis un conférencier aujourd'hui, mais la majeure partie de mes conférences, c'est même pas sur le hockey, c'est sur le végétalisme. C'est incroyable. Mais c'est super intéressant parce que c'est justement ça que j'allais dire. Tu es un homme qui est vu comme un homme fort au Québec, baraqué. Après ça, de dire je suis végétalien. Comme tu disais tantôt, souvent, nous autres, qu'on entendait parler, c'était le végétalisme, crime, hey, tu dois être fatigué, tu as le temps de manger des. Mais c'est l'inverse, ça a l'air. Là. Ça semblerait-il que c'est complètement une manière de canaliser ton énergie. C'était-tu tough les premières semaines pour toi ou au contraire, tu as fait Chris, c'est donc bien meilleur? Non, mais pour vrai, là, j'avais plus d'énergie parce que, dans le fond, là, quand tu manges de la viande, des produits laitiers, là, ton corps ne les reconnaît pas. Puis l'énergie que ça prend à ton corps pour digérer la viande, les produits laitiers que tu consommes, c'est ça qui fait en sorte que tu es toujours fatigué. Quand tu manges, tu sais, la raison pour laquelle la diète Atkins fonctionne, là, quand tu manges de la viande, tu perds du poids, c'est que ton métabolisme n'arrête jamais. Ton corps, il est toujours en mode digestif. Mais tu es en train de pourrir à l'intérieur. C'est super nécessaire. Tu perds de l'énergie. Quand tu manges des aliments à base de plantes, ce qui arrive, c'est que c'est des acides aminés. Ton corps les reconnaît plus vite, les digère plus vite, donc a plus d'énergie après. C'est pour ça que tu n'as pas besoin de manger autant, parce que plus que tu manges de nutriments, tu envoies un signal à ton cerveau quand tu as ces nutriments que tu es plein. Fait que tu manges moins quand tu manges en qualité que quand tu manges de la merde. Tu manges plus en quantité parce que tu as toujours faim. Fait que c'est pour ça qu'en bout de ligne, j'ai vu rapidement que j'étais plus santé, je me sentais mieux. Puis même que après, à la fin de ma carrière, on s'entend, des hernies discales. Deux hernies discales, plus de ménisque d'un genou, avec toutes les blessures du hockey que j'ai eues. Quand je suis devenu vegan, ça a régénéré mon corps. Puis pour le tester, j'ai couru 2 fois de suite le marathon de Montréal, 42 km à 300 livres. 2 fois de suite, à tu veux dire? 300 livres. 2 années de suite. OK. Pense-y, là. Je pensais back-à-back, tu as fait 84 km. Non, mais trouve-moi un éléphant. Trouve-moi un éléphant là, qui va courir un marathon. Moi, je l'ai fait parce que je voulais tester le végétalisme. Puis j'avais pas mal nulle part. Wow. On s'entend, là. Je ne me suis pas fait opérer au dos, là. Je suis juste devenu vegan. Ça a régénéré mon corps. Puis j'ai commencé à courir. Okay. Là, j'ai fait 100 fois. J'ai fait à peu près 100 demi-marathons. J'ai fait la course Montréal-New York 5 années de suite, où ce qu'on court de Montréal jusqu'à New York. J'ai fait plein de défis de fou. J'ai pas mal. Je suis correct aujourd'hui. Tout ça, c'est attribué au végétalisme. Wow, c'est incroyable, ça. Puis, dans le fond, toi, tu ne manges pas de viande, ni de poisson, rien de ce qui provient d'un animal. Absolument rien. Pas d'œufs, pas de viande, pas de poisson, pas de fromage, rien de ça. OK. C'est fucked up quand même parce que, tu sais, étant un homme de sport, souvent, le sport est associé à, tu sais, la viande, c'est associé à... Oui, mais de moins en moins, parce que tu regardes maintenant, il y a de plus en plus d'athlètes maintenant qui se virent vers le végétalisme qui remarquent qu'ils ont plus d'énergie. Mais toi, tu as dû en parler aussi aux athlètes de faire, hey, les boys, je me suis rendu compte que ma dernière année de hockey, si j'avais commencé il y a 10 ans, j'aurais peut-être continué 10 de plus. T'en as-tu jasé un peu? Mais les gars l'ont vu, parce qu'au début, quand j'ai fait ça, les gars ils disaient, tu vas jamais toffer. Mais à un moment donné, quand ils m'ont vu, ils voyaient bien que je toffais. Les gars, ce qu'ils ont fait, il y en a beaucoup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'il y en a beaucoup qui ont coupé les produits laitiers. Parce que les produits laitiers, on s'entend, la composition du pus, de la morphine, du sang et des hormones, c'est très néfaste pour la santé. Puis ce qui arrive, c'est que la viande, il y a des gars, ce qu'ils faisaient, c'est qu'au lieu de la prendre avant les games, parce que ça puise ton énergie à la digérer, ils la prenaient après.
Puis là, il sentait plus d'énergie dans les games quand il ne mangeait pas de viande avant. Tu sais, des petites affaires que le monde a fait, mais il n'y a personne vraiment dans l'équipe qui est devenu à 100% vegan comme moi, mais il y en a beaucoup qui avaient coupé énormément, en voyant comment que ça m'avait amélioré physiquement. OK. C'est vraiment fou parce que jamais, si tu t'informes pas, moi je suis pas végé, mais j'ai diminué énormément ma consommation de viande. Tu sais, j'ai eu des colocs qui étaient végés. Puis c'est fou, tu sais, je bois plus de lait de vache en partant. Puis je trouve ça le fun. Puis tu sais, je suis fier de moi. Mais tu sais, quelqu'un qui s'informe pas le sait pas là, que c'est aussi bon. Exact. Mais c'est meilleur que pour la santé, même étant un sportif, tu sais. Fait que les jeunes sportifs qui écoutent le podcast ou qui t'écoutent, qui te suivent, ça leur permet à eux de savoir que, hey, commence tout de suite à faire attention à ce que tu manges. Ça va être bon pour toi dans le futur. C'est vraiment intéressant, ça. Ouais. Non, mais toi, je dis toujours au monde, tu sais, quand j'en parle, fais juste l'essayer pendant une semaine. Fais-le pendant une semaine comme il faut, là. Puis la différence que ça va faire à ton corps, tu n'arrêteras plus après. Ah, c'est clair, hein? C'est clair qu'après une semaine, quand t'es vraiment tout le temps bien, tu dors bien, t'es comme. Ouais. Tu vraiment m'as claqué un tomahawk, moi, là. Comme... je continuerai là, sur le bok choy, là, tu sais. Incroyable. Ouais. Là, Georges, tu t'es tourné vers l'écriture aussi? Ben oui, ben ça j'ai toujours aimé ça, par exemple. J'ai toujours aimé écrire. Peut-être parce que j'étais au collège Brébeuf, puis j'ai tellement rushé là-bas que... Ouais, j'étais au collège Brébeuf pour secondaire. J'ai tellement rushé là-bas que je me suis dit... j'ai appris un peu à écrire là, fait que je peux pas arrêter. Mais non, j'aime ça m'exprimer, j'aime ça écrire. Fait que non, j'écris, j'aime ça écrire. Puis j'aime ça aussi aller dans des sujets chauds qui font réagir. Okay. Parce que comme je t'ai déjà dit, j'ai pas peur d'assumer mes propos, puis d'avoir des réactions, puis de débattre avec du monde. C'est sûr que ça me fait rire de voir des écervelés que ça vient. Tu sais, ce qui est drôle, c'est que quand j'écris souvent dans mes réseaux sociaux, tu sais. OK. Puis pense-y, là, il y a des écervelés qui n'ont rien à faire dans la vie, qui vont dans ma page pour aller m'insulter pour une opinion que je donne sur quelque chose, mais ils viennent sur ma page. Ils te suivent. Oui, ils me suivent. Puis là, je me dis toujours, mais s'ils ne m'aiment pas, pourquoi ils me suivent? Pourquoi ils vont lire mes articles? Oui, exact. Des fois, j'ai goût d'aller au Canadian Tire, leur acheter des ampoules pour leur donner et leur mettre à la place de leur cervelle. Parce que je me dis, je n'aurais pas mis un fusil sans tempe de les forcer à lire mon point de vue puis de répondre en plus, c'est ma page! Ah non, c'est ça. Ma page personnelle. Fait que je trouve ça pas mal drôle. Mais comme je t'ai dit, avec tout le training que j'ai eu quand j'étais jeune, j'ai pas peur de la critique. Puis on s'entend que je n'ai pas peur de la critique. Je n'écrirais pas d'article, je ne m'afficherais pas. Puis avec tout l'argent que j'ai fait, je vivrais dans une bulle sur la planète Mars, puis je ne sortirais pas nulle part. Puis je resterais là à péter aux frais jusqu'à temps que je sois gros pour pouvoir aller faire du sumo. That's it, là. Wow! Georges, quelle phrase incroyable! Je resterais gros. Je deviendrais pour faire du sumo. Le gars, il est sur Mars à manger de la merde. Ah, c'est incroyable. Tes enfants sont-ils quand même comme toi, Georges? T'essaies-tu de leur inculquer un peu ce que tu as appris dans la vie de canaliser? Je vais parler avec toi. Les enfants, je leur ai dit, vous ferez le choix quand vous serez assez vieux. Moi, c'est sûr que quand ils me regardent, ils mangent plus comme moi. Mais s'ils ont envie de manger de la viande, je les laisse. OK. Moi, j'en mangerai jamais, mais moi, je trouve qu'il ne faut pas imposer ça à quelqu'un. Il faut que ça vienne de eux. Oui, c'est ça. Et je trouve que, tu sais, à l'âge qu'ils ont, leur métabolisme est tellement rapide que ça ne va pas les affecter autant. Mais en grandissant, ça sera à eux de se renseigner. Moi, je leur donne des infos quand ils me posent des questions, mais ils ont 12 ans. Je veux dire, je ne trouve pas que c'est correct d'imposer à un enfant ton style de vie. Ton enfant doit vivre, doit essayer des choses, faire des erreurs. Puis quand il est plus vieux, puis il apprend, puis là, après, mais il va prendre la décision qu'il veut. Parce que si tu imposes quelque chose à un enfant, bien, souvent, il va faire le contraire. Puis, de toute façon, j'aime mieux que ça vienne d'eux-mêmes. Puis je pense que c'est important. Ouais, ça, tu vois, c'est drôle parce que j'en parle des fois avec ma blonde aussi qui... tu sais, on a eu 2 backgrounds différents de parents. Tu sais, les gens du podcast, ils le savent, mon père, il est policier dans la vie. Fait que, tu sais, lui, ça c'était souvent attention de ne pas faire ça, fais pas ça, fais pas ça. Fait que, tu sais, ça donne, quand t'es jeune, t'arrives à un âge où tu fais... Ah, c'est comme le goût, là. On me dit de jamais le faire, moi le faire, tu sais. Tandis que ma blonde, elle, c'était l'inverse. Son éducation, c'était comme, non, faites ce que vous voulez, mais tu sais, s'il arrive de quoi, tu perds ton privilège, tu sais. Puis là, elle, au contraire, elle a tout fait, là, tu sais. Puis c'est quoi? C'est drôle quand tu dis ça, parce que quand tu parles de comment tu as été élevé, ta blonde, puis toi, moi, je peux te dire que comparé à toi, c'était un opposé aussi. Ton père, il ne fait pas ça. Mon père, qu'est-ce qu'il faisait? Il me battait avec un ceinturon 50 fois à chaque fois que je faisais quelque chose. Une ceinture, tu parles? Une ceinture. Je mangeais 50 coups de ceinturon chaque fois que je faisais quelque chose qu'il n'aimait pas. Tabirnac.
Fait que moi, te dire, il y a une grosse différence entre fais pas ça. Oui. Faisais quelque chose, c'était 50 coups d'une shot. Puis J'en ai mangé en crime des coups. OK, c'était ça ma prochaine question. Mais la grande majeure partie des immigrés qui nous écoutent ont grandi comme ça. Ont grandi au ceinturon ou au bâton. C'est la façon qu'ils ont été élevés dans leur pays. Ouais. Puis, m'a dit, quand ils viennent au Québec, la DPJ, ils ne connaissent pas ça. Là. Moi, je ne savais pas qu'il y avait un numéro 1800 que je pouvais appeler quand je me faisais battre là. D'après moi, si tu le composais, tu recevais 2-3 autres coups. Non, je le composais sur une tension de la terre. Là. Moi, je mourrais, là. Oublie ça, là. Ça prendrait un numéro 1800 pour quand tu composes le 1800 puis ça marche pas. Ouais, exact. Wow, mais je suis content pour toi, Georges. J'ai tout le temps une petite dernière question avant qu'on se quitte. Je la pose à toutes les invités qui viennent. Je trouve ça super intéressant. J'ai hâte de voir ce que tu vas me dire, mais je me demande si tu te croisais, toi, Georges, à 16 ans, le jeune de 16 ans qui était 7 pieds 3, qu'est-ce que tu conseillerais à ce jeune-là? Qu'est-ce que tu lui dirais? C'est sûr que avec la vie que j'ai eue, c'est tellement dur. C'est tellement dur de dire autre chose, tu comprends? Parce que je suis content de ce que je suis rendu aujourd'hui, puis je ne changerais rien au monde si je peux revenir en arrière. Fait que si je me verrais à 16 ans, je dirais reste authentique comme tu étais. Continue à dire ce que tu penses, continue à foncer dans tes rêves, puis pas écouter les gens, puis faire ce que toi tu veux. C'est ça que je dirais parce que, écoute, je suis toujours resté authentique, je suis toujours resté comme moi-même. Ça fait pas toujours l'unanimité, mais je m'en fous. Puis la devise, parlez-en bien ou parlez-en mal, mais parlez-en, c'est ma devise préférée. Je m'en fous de l'opinion du monde. Je dis ce que je veux quand que je veux, c'est ce que je pense sur n'importe quel sujet. Puis écoute, j'ai une tribune, le monde m'écoute quand même. Il y a toujours des haters, mais tu sais, haters always gonna hate. Il y a toujours des jaloux qui vont taillir. Puis les jaloux, ils taillissent parce qu'ils sont jaloux. Ils aimeraient être comme toi, mais ils ne sont pas capables d'être comme toi. Ils sont pas capables de produire ce que tu as fait. C'est aussi simple que ça. C'est comme ça, je le vois. Ça ne me dérange pas. On ne peut pas tous faire l'unité dans le monde. Puis je m'en fous de ça. Ben, je sais que j'ai pas mal plus de monde qui m'aime que de monde qui ne m'aime pas. Puis je fais juste donner de l'amour à ceux qui m'aiment, ceux qui ne m'aiment pas. Je les tasse du revers de ma main. See ya, puis that's it. Fait que pour vrai, le genre que je verrais, à 16 ans, je dirais, lâche pas, tu vas avoir toute une vie, tu vas voir, tu vas en faire plein d'affaires. T'es sur le droit chemin. Hey, incroyable, Georges, comme réponse. Merci énormément d'être venu sur le podcast. Super inspirant. Puis ça a été un privilège de jaser avec toi, honnêtement. Ben, merci de l'invitation, ça m'a fait plaisir. Puis longue vie à ton podcast. Mais merci beaucoup. Écoute, je vais enlever le podcast, mais on va être encore ensemble, Georges. Fait quitte-moi pas, on va se dire bye convenablement. Mais merci d'être venu, puis on se revoit éventuellement, assurément, Mr. Le Rock. C'est quoi? What a nice episode! Tout le monde, c'était vraiment très, 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 très débile. On vous dire de quoi, là? Rêve d'enfance, là, de jaser à Big George. Je capote bien raide. Ça a été tellement le fun. C'est un gars tellement généreux. Tout le monde l'a vu dans le podcast. Il donne du temps, il jase. C'est malade, j'adore ces gens-là. C'est le fun d'être capable. Merci Instagram, by the way. C'est grâce à Instagram si je suis capable d'aller chercher tous ces gens-là. Des fois, je parle à des amis, je suis comme, hey, il y a Georges Larac qui vient, ils sont comme, Chris, comment tu fais, man? Je suis comme, je demande. C'est vraiment juste ça. Je pense à du monde et je demande. Il y a beaucoup de gens qui m'ont pas répondu d'ailleurs. Joachim Phoenix, pas full sympa, je te dirais. Mais c'était tellement le fun de jaser avec lui. Il m'a donné le goût d'être végétalien, cela dit. J'ai vraiment calmé ma consommation de viande. Puis ça, je suis très fier de ça, by the way. Mais de la manière qu'il m'a parlé, j'étais comme, Chris, on devrait s'enligner là-dessus, là, en vieillissant. Puis même nos enfants, là, je ne sais pas s'il y a des gens ici qui nous écoutent qui ont des enfants présentement, c'est quand même une bonne option de dire, hey, on est végétalien parce que c'est mieux en général. À long terme, ça va être mieux pour notre corps, notre santé, notre métabolisme. Fait que, tu sais, à la limite, tu fais comme, peut-être qu'il y a des enfants, éventuellement, on devrait prendre le virage. Après ça, tu entends tout le temps des affaires de. Tu sais, moi, je me rappelle quand on était jeune, j'habitais à Beaubriand, quand j'étais très jeune, maternelle, OK? Mon frère, il y avait des amis, il y avait un duo de sœurs qui habitaient comme à un bloc, tu sais, un coin de rue. Puis, eux autres, ils mangeaient vraiment comme végé, mais tu sais, c'était comme la genèse du végé. Tu sais, le végé que dans le temps, justement,
Les gens disaient qu'il était végé, tout le monde était comme « Ah, c'est quoi, t'es une chèvre, genre? » Tu sais, le monde, il jugeait tout de suite, puis moi incluant, là, les gens qui étaient végés quand j'étais plus jeune, j'étais comme « Qu'est-ce que c'est ça? Pas manger de viande. » C'était comme inconcevable. Dieu merci, maintenant, c'est vraiment normal, puis même que c'est super encouragé pour des hosties de bonnes raisons. Pour plusieurs bonnes raisons. Mais tu avais ce duo de sœurs-là qui était végé chez eux. Ils étaient tout jeunes. Le problème, c'est quand ils arrivaient chez nous, ils mangeaient calissement de sucre puis de gâteaux vachons parce qu'on avait ça chez nous. Ça, c'était un temps, by the way. Hein? Il y avait un moment où, dans mes lunchs, moi, il y avait des May West. C'est weird à y penser. Hein? C'est une autre génération quand même. Je sais pas si c'est juste mes parents ou si toi aussi, tu étais comme ça. Si tes parents étaient comme ça, mais moi, je me souviens très bien, là, dans mon lunch, il y avait une sandwich, une petite collation, puis un dessert. C'était connu, les desserts existaient. Puis maintenant, je pense à ça, je suis comme, mais ça, je ne mettrais pas un gâteau vachon dans le lunch à mon fils au primaire. Il me semble que c'est trop encourager le fait qu'il va jouer à Homme sur Terre, puis il va pousser du monde en bas du module, puis ça va être beaucoup trop intense parce qu'il est calissement sa pinotte du sucre, là, tu sais. Mais j'avais des desserts, des gâteaux vachons, des hauts caramel, tu vois, genre. Fait qu'eux autres, quand ils arrivaient chez nous, ils se bourraient la gueule là-dedans. Puis mes parents étaient comme, ah, coudonc, je ne sais plus comment il s'appelait, Marie-Philippe, genre. Hey, coudonc, Marie-Philippe, pense que tu as assez mangé, là. Ah, ça va très bien, merci beaucoup. Partant en courant, genre comme des débiles. Faisaient des jambettes à tout le monde, dont le chien. Tu sais, c'était du monde pété. Ils arrivaient chez eux, les parents n'étaient pas contents. Fait que, tu sais, ça crée ça, je pense. Mais il faut, en tant que société, qu'on amène le mouvement de l'avant à ce moment-là. C'est pour ça que c'est hâte d'avoir d'avoir des soldats comme Georges qui se pointent et qui font « Hey, je suis un homme fort, je suis un grand gaillard, j'ai une bonne carrure, je suis un athlète, esti, et je mange végétalien, je mange pas de viande. » Fait que la viande n'est pas associée à ce moment-là à le mâle alpha, comme on l'a toujours connu. C'est associé à Chris, beaucoup de fer, c'est pas bon pour le corps, c'est long à digérer. Fait que, et ça tue les animaux. Ça, c'est pas mal le pire des pires. Ça tue les animaux. C'est calissement triste. J'ai pas mis l'emphase énormément sur les batailles parce que j'ai senti justement que, tu sais, comme il m'a dit dans le podcast, qu'il voulait pas nécessairement en parler trop. Mais cela dit, on a réussi à en parler quand même. Puis je trouve ça tellement fucked up, les gens qui ont vécu de batailles qui, finalement, ont jamais aimé ça. C'est quand même fucké. Tu sais, comme Georges Saint-Pierre a fait une sortie comme ça éventuellement, comme j'ai arrêté de me battre parce que j'ai jamais aimé me battre, c'est comme le gars le plus dangereux sur la planète, puis t'es genre Really? T'as pas aimé te battre? Comme t'as pas aimé ça, genre? Non, il n'y a pas une seconde, je rentrais sur le ring, je détestais ça pour mourir, je sortais, j'étais content. Comme calice, ok. Ça me fait penser à beaucoup de gens qui font des travails qu'ils n'aiment pas. Après ça, si le travail que tu fais que t'aimes pas, c'est travailler dans une shop, c'est une chose. Si c'est se faire péter la gueule par un Allemand calissement dangereux, je t'avouerais que moi aussi, j'aurais pas même le goût. Fait qu'on en a jasé un peu, mais c'était beau de voir que ce gars-là, c'est une bonne personne, puis c'est quelqu'un d'allumé, puis c'est quelqu'un qui a des opinions à offrir. Puis moi, j'écoute des fois à la radio, son poste de radio, puis c'est quelqu'un qui s'exprime bien. C'est le fun de l'entendre. Il a une bonne voix mielleuse. J'ai été que chanceux de recevoir ce gars-là, le podcast. J'ai pas été capable de tout poser les questions que vous m'avez posées sur mon Instagram parce que la gang, si jamais ça vous tente, allez sur mon Instagram. Je pose tout le temps dans la journée la personne que je vais recevoir sur ma story. Ça vous permet de poser une question. Fait que si jamais ça vous tente, allez me suivre sur Instagram. Vous allez pouvoir poser une question à l'artiste, l'athlète, la personnalité que je reçois à ce moment-là. Et je vais le plus possible essayer de la poser. Des fois, ça passe un peu dans le vide parce qu'on jase et on s'en va dans d'autres options. Mais éventuellement, je vais devenir meilleur. Puis je vais essayer de plugger un moment où c'est les questions du public. Donc, c'est ça qui est ça. Merci énormément d'avoir été là, tout le monde. Il faut que je vous laisse. Je dois y aller. Mais on se revoit dans un autre épisode de Tissé Serré. Assurément, laissez un review, laissez un commentaire, un like, une cloche, parlez-en, tout le monde. Merci d'être là. Fucking love you guys. Really freaking love you. On se revoit bientôt. Ciao, ciao!